Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision en écran très très large. J'ai fait mon premier court-métrage en Turquie en langue turque, que je ne parle pas. Le deuxième, c'est en arabe au Liban. Le troisième, c'était en Suisse, mais alors en tagalog, philippin. Y entonces miré mis pies y todo estaba lleno de sangre. Y no sentí nunca el dolor. Je pars faire ce film, je dis à tout le monde autour de moi que je pars en vacances. Comme ça, si je reviens et que j'ai pas réussi à faire un film, bah, personne ne le saura. Et si par contre j'arrive à faire un film, bah, là je dis à tout le monde que je suis partie faire un film en Azerbaïdjan. Et j'appelle Ayline Offer. Ayline, oui, vous êtes une cinéaste suisse. Pas besoin de regarder dans le caddie des subventions que vous peinez à recevoir pour s'en rendre compte. Il suffit pour ça de taper votre nom sur Google et de se taper vos films sur grand écran. Et avec plaisir. On parle de vous partout et vous êtes partout. Cinéaste, oui, mais aussi attachée de presse, attachante de près et sans attache précise. Vous ne vous êtes jamais laissé capturer par ces étiquettes qui sont si chères à notre bonne vieille patrie qui souffre de discrétion maladive chronique. Le talent fait peur, on s'en fout, puisque vous le glissez toute seule sous vos talons quand il s'agit de défier le globe armé d'un stylo ou d'un objectif. En Suisse, il faut savoir se faire des films pour en faire des films. Et on raconte que vous êtes une boulimique d'images. À l'image de votre famille qui affiche une gueule de map-monde sans frontières, vous passez de la robe de princesse aux semelles de globe-trotteuse quand il s'agit d'abattre les kilomètres ou les préjugés. Un véritable caméléon qui connaît la jungle du métier sur le bout des doigts. Et pour donner vie à votre dernier film Horizontes, vous vous êtes shooté au système et à la vitamine D. Une production éprouvante pour le portrait poétique d'une danseuse cubaine nonagénaire aveugle et diablement élégante. Et voilà qu'arrivent les rares moments de calme où vous lâchez un discret soupir rhétorique. J'ai bientôt 40 ans, j'ai pas de mari, pas d'enfant et des plantes en plastique de chez Ikea. Ne vous inquiétez pas, Ayline, c'est seulement quand on n'a pas de vie qu'on a besoin de la meubler. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Vous ferez mon oraison funèbre. Donc, c'est un joli slogan pour Ikea. C'est un joli slogan pour Ikea. J'espère que la prochaine fois, j'aurai une réduction. J'ai encore une fois essayé d'être méchant, j'y arrive pas en fait. Je sais pas ce qu'il me faut. En fait, Fred est très gentil. Mais oui, enfin, mais surtout depuis qu'il mais faut travaille pas le dire ici. souvent, hein, parce que les gens ils vont prendre l'habitude et puis j'ai une Bon, Ayline, réputation qu'est-ce que de- vous retenez alors de ce portrait? Je retiens le « je m'en fous », elle s'en fout. Et en final, c'est vrai, parce que je viens d'une famille turco-libanaise où le regard des autres a toujours été important. Attention au qu'en dira-t-on, à la bienséance et autres. Et assez rapidement, j'ai décidé de me démarquer de ça et puis d'en faire un peu à ma tête. Je n'ai pas fait des études de médecine, je ne me suis pas mariée à un avocat, je ne suis pas la fille parfaite qui va voir sa mère 3 fois par semaine au minimum. Je ne l'appelle pas tous les jours non plus. Bref, oui, j'ai décidé de vivre un peu ma vie pour moi et d'en supporter et d'en vivre les conséquences. Voilà, aussi. vous le dites régulièrement, c'est pas facile tous les jours, en fait, de Non, de- c'est pas de facile tous les suivre jours. le chemin on en causera après, notamment dans le cinéma. Mais vous êtes aussi sur les réseaux sociaux pour vendre votre cam, évidemment, mais aussi pour faire 2-3 bêtises. C'est droit dans le mur. Alors voilà, il y en a qui font des selfies, voilà, le visage comme ça, et puis on en voit partout sur les réseaux. Vous avez décidé, on ne sait pas pourquoi, vous nous direz peut-être après, mais de vous coucher par terre où que vous soyez. Alors voilà, moi ce que je propose, c'est que vu qu'on est dans la nouvelle technologie, j'ai évidemment mon iPhone ici, et le but c'est que vous vous couchiez sur le plateau quelque part, Bon. à votre guise. J'ai fait ça la dernière fois à la frontière nord-coréenne devant un soldat nord-coréen. Ce sera plus facile ici, je pense, alors du coup. D'accord, alors exceptionnellement je le fais. Voilà. Mais parfait. Je sais pas pourquoi j'ai ça sur mon Moi, je iPhone. filme en même temps.
Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ou est-ce que c'est juste pour montrer qu'on peut avoir aussi un peu de dérision quand on est entre deux promos? Mais non, mais ça a commencé pendant cette canicule cet été, où tout le monde se plaignait. Et moi, je comparais toujours la météo à Genève et puis à Raqqa en Irak. Et à chaque fois, je me disais, bon, mais on est vraiment pareil presque. Et puis, on s'amusait avec des amis et je me suis allongée sur le sol dans un parking en me disant, hé les gars, il fait super frais là. Donc du coup, ça a été la première photo. Après, je me suis retrouvée 2 semaines après au musée de la Sécession à Vienne. Et pareil, c'était le havre c'était un bonheur parfait d'être sur place parce qu'il y avait cet air conditionné qu'on peut avoir dans les musées. J'étais avec ma demi-sœur et puis je trouvais que ça faisait une belle perspective en fait de m'avoir allongée avec les. Mais on va voir un petit peu, j'en ai sélectionné quelques-unes. Mais c'est pas, Aileen, aussi une manière de ressentir. Tu m'écoutes quand je parle? Je croyais qu'il n'y avait pas de musique. Alors il a failli partir, ça c'est de ta faute. Hein. Il y avait un magnéto, voilà. Et ça devient presque de l'art en fait, hein, parce qu'il y en a une ou deux qui sont jolies. Il y a une volonté peut-être après de les réunir, de faire quelque chose. Non, j'avoue que j'ai vraiment commencé ça, au lieu de faire cette selfie, de se mettre en scène un petit peu, et puis de jouer un petit peu avec cette adrénaline, de se dire, bon sang, il va y avoir le gardien du musée va me mettre dehors. Et puis après, on en est arrivé à un stade où je l'ai fait à cette frontière nord-coréenne avec Séoul, donc c'est à 1 heure et quelques de Séoul. Et là, c'est un réalisateur qui était avec moi, parce qu'on était invités dans un festival de films, qui a pris la caméra pour faire la photo. Et il y avait des gens derrière qui se sont approchés un peu curieux, qui ont tous pris des photos. Puis une femme âgée qui est venue vers moi qui m'a dit « C'est un tel geste symbolique de paix, j'aimerais faire pareil ». Et 3 personnes se sont mises l'une après l'autre. Et je me suis dit « Mon Dieu, mais j'ai lancé un phénomène sans avoir en arrière-pensée la métaphore symbolique qu'il peut y avoir. » C'est une manière de ressentir l'énergie du lieu. Ah oui, bien sûr. Non, puis je trouve ça drôle. Enfin, moi, j'aime bien jouer sur la dérision. Et puis, est-ce que tu pourrais faire ça, toi? Te coucher partout? Moi, je suis maniaque, donc... Oui, c'est ça. Après, il y a des endroits où... non, en fait, non, pas là. Mais, alors, par contre, une autre fois où je l'ai fait, c'était à la première de mon film à Locarno, devant une salle pleine. La salle de Félie, elle a en tout cas 2000 places. Et c'était un challenge que m'a lancé mon caméraman juste au moment où, sur scène, le présentateur appelait. Et maintenant, on appelle la cinéaste Aileen Hofer. Bon, et vite, on le fait. C'était drôle parce qu'au résultat, on voit des gens assis qui me regarde par terre. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, vous l'avez dit, vous êtes cinéaste et vous êtes là aussi pour ça, pour causer de votre dernier film, et c'est le cœur du blabla. Aileen, alors, Horizontes, ce dernier film, l'histoire d'Alicia Alonso, une danseuse étoile qui est devenue aveugle. Qu'est-ce qui vous a attiré et pourquoi est-ce que vous avez réalisé ce film? Elle. Concrètement, parce qu'on me demande souvent pourquoi le ballet, est-ce que j'ai des affinités avec la danse classique? Aucune. C'est ce personnage-là qui m'a plu. Pourquoi? Parce qu'elle a souffert d'un décollement de la rétine quand elle avait 20 ans, jeune. Au moment où elle était en train d'exploser dans sa carrière, elle était promue danseuse étoile. Elle a dû garder le lit pendant 1 an. Et au bout d'un moment, elle a dit à son médecin, mais en fait, j'accepte le décollement de la rétine, j'accepte le fait que peut-être je vais danser dans les ténèbres, que je serai progressivement aveugle, mais je veux remettre mes chaussons, laissez-moi redanser. Et du coup, elle a anticipé en fait, et elle a joué de ce handicap pour en faire une force. Donc elle a décidé de mettre un bandeau, d'apprendre à regagner un équilibre en ayant les yeux fermés. Progressivement, ses partenaires de danse se sont transformés en goalkeepers, comme me le disait l'un d'eux, c'est-à-dire qu'elle, quand elle saute, c'est pas forcément au bon endroit, donc le danseur partenaire doit courir pour la récupérer, pas qu'elle tombe par terre. On lui mettait des lumières différentes sur scène, et malgré tout, malgré cet handicap, elle a réussi à sillonner de par le monde, du Bolchoï à Paris, en passant par toutes les scènes de Tokyo et autres. Et elle a obtenu le titre de prima ballerina assoluta. Et ce que j'aimais dans son personnage à elle, c'est ça, c'est ce message finalement universel qui est quand on tombe par terre, on se relève. Et puis c'est aussi le handicap qui fait du bien à la pellicule. C'est quelque chose, quand des gens tombent et qui se relèvent ou qui arrivent à rester debout, c'est quelque chose qui plaît souvent à la pellicule. Fiction ou documentaire. Est-ce qu'au final, elle aurait pu faire du bowling ou du squash? Vous l'auriez fait aussi? Oui. Ou est-ce que la danse, quand même, a aidé à rendre la chose élégante? Non, moi, je pense qu'elle aurait vécu en Ukraine et elle aurait été, je sais pas, elle aurait fait une autre carrière.
Pardon, Boulangère, peut-être, pourquoi pas. Voilà, c'est la force de caractère. C'est cette force-là qui m'intéressait et qui m'intriguait. Et après, voilà, le milieu aussi de la danse classique à Cuba, c'est tellement inattendu. Enfin, moi, jamais j'avais entendu parler de la danse classique à Cuba. On a toujours les clichés, la salsa, le reggaeton, le rhum, les chevrolets des années 60, etc. Mais la danse classique, en faisant une immersion au sein de ce ballet national de Cuba, je me suis rendu compte que c'est une école de danse cubaine qui est aussi importante que l'école russe, dite russe, l'école de Paris. Enfin, il y a un style, une technicité qui a été développée et apportée que les ballettomanes adorent. Et les ballettomanes suivent la compagnie quand elle va à l'étranger, mais ils viennent régulièrement aussi à Cuba pour assister au ballet. Mais cette rigueur, c'est quoi? C'est le communisme aussi qui impose en quelque sorte une droiture, une discipline et de pousser vraiment à l'excellence dans ces catégories dites classiques, oui. Le ballet. J'ai montré des images en rentrant de mon premier tournage à une danseuse du Grand Théâtre de Genève. Elle était attristée, elle était vraiment malheureuse parce qu'elle voyait les enfants déjà de 14 ans qui se faisaient hurler dessus par des profs. Et c'est un langage qui est très cruel et qui est très propre justement de cette éducation communiste où on exige le maximum de l'enfant. Après, elle voyait les scènes que j'avais tournées auprès d'un physiothérapeute qui traite le corps avec une telle brutalité et violence. Elle me disait, mais jamais quelqu'un ferait ça en Suisse ou en Europe, c'est plus du tout dans les normes. Et puis on voyait après la danseuse étoile de 35 ans qui se fait, elle, rabrouer par ses autres profs, même si elle est danseuse étoile, donc c'est la représentante de la compagnie, elle se fait encore écraser par ses supérieurs. Donc il n'y a jamais d'arrêt et c'est vraiment cet esprit qui est communiste qui n'existe plus apparemment ailleurs. Alors pour ce film, comme toute votre carrière d'ailleurs, dès que vous voulez faire un film, vous prenez le premier sac qui vient, le premier collègue par le bras, et vous foncez, quitte à y aller peut-être un peu trop fort, quitte à ne pas encore avoir d'argent, quitte à se confronter au mur, à ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie comme ça, voilà, on prend tout puis on y va? Bon, alors, pour mon premier long métrage, c'était exactement de cette manière que j'ai fonctionné. Et en 9 mois, entre l'idée et la première, voilà, il n'y a eu que 9 mois de beau temps bébé. qui sont passés. Oui, c'était un beau bébé, effectivement, mais c'était très rapide. Alors que pour ce long métrage, je me suis dit, bon, maintenant je deviens mature, je vais attendre qu'on reçoive l'argent et puis on ira après coup. Sauf que, voilà, c'est une personne qui a aujourd'hui 94 ans. Quand je suis partie, elle avait 91 ans. Ouais. Le temps presse et les financements n'arrivent pas rapidement. Et il y avait à Cuba une biennale. Donc, chaque 2 ans, il y a cette biennale. Je me disais, si on rate le coche maintenant, quel est le pourcentage de chances que dans 2 ans, elles soient encore en vie? Donc, on est parti en se disant, on prend 3 francs 6 sous en poche et on part avec une caméra, un caméraman, une assistante qui est venue avec nous qui parlait bien l'espagnol. Moi, je me débrouille, mais il fallait quelqu'un pour aider aussi. Et on engagerait un preneur de son sur place. Donc, ça, c'est la première fois. Après, on s'est dit, on revient. Bon, maintenant, on attend les fonds. Et dès qu'on a l'argent, on retournera. Sauf que j'apprends 6 mois après, d'une part, on n'avait pas l'argent, et 6 mois après, j'apprends qu'Alicia Alonso venait de perdre 15 kilos. Donc là, je me suis dit, mais attends, à 92 ans, parce qu'elle venait d'avoir 92 ans, perdre 15 kilos, c'est très mauvais signe, on part demain. Donc rebelote, on est reparti avec le caméraman qui a l'habitude, parce qu'il me suit depuis mes premiers pas. Et on s'est retrouvé avec un autre preneur de son, cubain. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi, je crois, la famille, l'entourage, qui n'était pas tout à fait chaud à ce que... Parce que vous, alors vous êtes journaliste à la base, mais vous avez une vision de l'objectif qui est quand même un peu détourné comme ça. Donc il n'y a rien qui est frontal une fois qu'il y a la caméra. Et vous vouliez aller plus en profondeur que mettre en valeur juste la carrière d'eux. Et vous avez aussi là eu des petits bâtons dans les roues. Avec la famille de Alicia? Ouais. Oui, c'est pas vraiment la famille d'Alicia, c'est plutôt le ballet national qui protège Alicia. Il faut comprendre qui est ce personnage. Donc, au-delà de la danseuse, c'est un personnage politique. C'est une militante communiste qui a fait la révolution aux côtés de Fidel Castro dans les années 60. Ils ont fait un pacte entre la ballerine et le commandant, où lui, clairement, il est arrivé, il lui a dit, bon, si tu veux ton ballet national, qu'est-ce que tu as besoin comme argent? Elle a donné un chiffre, il a dit, ok, je le paye, mais tu représentes le castrisme à l'étranger. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue l'ambassadrice de cette... En même temps, quand on arrive à 90 ans, qu'est-ce qui fait qu'elle lâche pas, on ne peut plus faire trop de... À 94 ans, elle est encore là. Qu'est-ce qui fait qu'elle veut continuer à tenir ce ballet? Enfin, ça devient presque une sorte de profession de foi, une obsession.
Il y a le côté obsessif, ouais. Elle a dansé jusqu'à ses 70 ans. Et j'ai retrouvé des images d'archives que je trouvais intéressantes de mettre dans le film, où on la voit à 2 doigts de monter sur scène pour incarner un rôle d'une adolescente de 16 ans, qui est le personnage de Gisèle, alors qu'elle est marquée du visage. Enfin, elle a 70 ans, elle a 70 ans. Et son partenaire de danse en a 30. Donc il y a déjà 40 ans d'écart entre les deux. Et malgré tout, elle voulait encore danser, continuer à danser. C'est une obsession, mais c'est une passion. Et aujourd'hui, elle ne peut pas s'imaginer de vivre sans avoir un jour à passer au ballet, au sein du ballet. Et je pense aussi que c'est son entourage qui a besoin d'elle. Les gens sont apeurés par le changement, la possibilité d'un changement qui est en train d'arriver, parce qu'au final, elle représente un petit peu ce que Castro représenterait, ou les Castro représenteraient pour l'île. On est dans un crépuscule, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et je pense que les gens, ils ont juste peur de ce changement. Donc ils la gardent, ils la protègent pour qu'elle reste là. Tant qu'elle reste là, ils savent que eux, leur poste n'est pas aussi... C'est ce qui la maintient en vie, peut-être, le fait d'avoir ce lien avec ce ballet. Ouais, le jour où elle arrête, elle va s'éteindre. Il y a un très joli film qui s'appelle Les chaussons rouges, où la protagoniste prend le risque, en mettant ses chaussons, de se rendre compte qu'elle risque de danser à vie, jusqu'à ce que mort s'en suive, en fait, jusqu'à ce que l'épuisement arrive. Et je pense qu'elle a pas encore eu l'envie de ranger ses chaussons dans son sac et de se dire c'est bon, je tourne la page. Alors là, on sait comment, et puis moi je propose qu'on regarde un petit bout de la bande-annonce pour que les gens voient à quoi s'attendre. Alicia Alonso es una de las bailarinas más grandes que ha dado el mundo de la danza. Esto por sí solo sería suficiente para llenar de orgullo a nuestro pueblo. Pero Alicia significa algo más que una bailarina excepcional. ¿Sabes? La cantidad de gente que van a ver y eso. No, pero eso es normal, un examen es así. Para. Oye, qué mal tocado está eso ahora. Cambias la cara. Cuando va, hace así, ¡tom! Se pone la música ahí, lo que ella hace con la música. Vamos a ver. Y entonces miré mi pie y todo estaba lleno de sangre. Y no sentí nunca el dolor. Quédate en equilibrio y cierra los ojos. Pero tengo sueño. Alors ce film, on le voit partout dans la presse, on en parle tous en bien. Visiblement, ça plaît à tout le monde, sauf à l'Office fédéral de la culture, c'est ça? Alors dès que vous pouvez, vous dites, j'ai du soutien ici, mais dès qu'il faut causer national comme ça, j'ai moins d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'une fille comme vous n'a pas le soutien que d'autres auraient pu avoir? On n'est pas dans la filière. Alors on m'a dit, à un moment donné, il faudrait que tu penses à faire allégeance à un groupe. Sous-entendu qu'un copinage serait intéressant, mais ça, c'est quelque chose... Déjà, avec qui? Avec quoi? Je ne sais pas, rencontrer des cinéastes, faire partie d'un groupe. Moi, je suis un peu outsider. Déjà, j'ai d'autres activités professionnelles. Je voyage beaucoup, je suis journaliste, je travaille dans un hôtel, donc je ne me sens pas à 100% cinéaste. J'assiste pas aux réunions. Vous donnez quoi comme réponse, en fait? C'est quoi la réponse? Est-ce que c'est comme littérature, on a une réponse type, où on ne sait pas très bien... Pour les demandes de l'Office fédéral de la culture, alors ça dépend parce que jusqu'à présent, moi j'ai fait 8 films, 8 courts-métrages et puis 2 longs-métrages, j'ai jamais obtenu l'argent. Sauf là pour le long, celui-ci, on a eu l'aide à l'écriture, c'est tout. Donc 30 000 francs en gros depuis 2007, ce qui n'est pas grand-chose au final quand on y pense. Mais moi je recevais des lettres, typiquement mon premier court-métrage qui se passe en Turquie,
dans le milieu musulman et ça s'était tourné en Anatolie, j'avais reçu une lettre en disant voilà, le sujet est intéressant, par contre, ça serait presque plus intéressant que ça se passe dans les montagnes suisses et puis dans un cadre un peu plus peut-être catholique. Enfin, c'était pas texto exactement ce qu'ils m'ont dit, mais le message était là. Donc je me suis dit bon, je vais quand même faire mon film comme je l'ai écrit et avec mon envie d'aller en Donc Turquie. on est encore là, quoi. Si on veut beaucoup d'argent, il faut qu'on cause de la Suisse. Donc il faut exporter la Suisse. Je ne suis pas trop au courant de ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais trop compris, en fait, ce qu'ils attendent. Après, je pense que j'ai une approche qui est différente du cinéma traditionnel, où je sors un peu d'une case ou d'un schéma. En gros, est-ce que le fait d'être moins soutenu fait que vous y allez un petit peu plus franco, comme ça Disons que je m'en fiche royalement, enfin, je fais ce que j'ai envie de faire, mais à part ça, c'est pas que eux, c'est que de manière générale, c'était aussi difficile d'avoir les télévisions, d'avoir des coproducteurs. Je vous donne un exemple, quand j'ai présenté mon film, celui-là, Horizontes, il y a 3 ans, sur base d'un projet écrit, on a été sélectionné par Vision du Réel à une session qui s'appelle Pitching du Réel. Donc on se retrouve quelques réalisateurs, parce qu'on est une poignée à avoir été sélectionnés, devant une centaine de professionnels du monde entier. Donc c'est pas que la Suisse, c'est le monde entier. Et on présente le projet du film, on avait quelques images qu'on avait déjà emmagasinées, donc on a pu leur montrer un peu la qualité de la caméra. Et après coup, on passe de table en table. Et c'était très drôle, parce que bon, déjà c'est très intimidant de devoir parler en anglais devant 100 personnes. Alors après, on a un peu peur et tout, mais on reçoit pas mal de questions par ces 10 personnes de table en table. Et chaque fois, la même question revenait en anglais, c'était what's the slot? Et moi, je comprenais pas, j'étais là, mais pourquoi il me traite de prostituée? C'est ma productrice qui me disait non, dans quelle case? Et en fait, ils voulaient savoir dans quelle case ce film allait rentrer. Et c'était à choix une case. Alors, c'était culture, j'étais oui. Art, bah oui. Sport, bah c'est la danse, oui. Société, bah oui, c'est Cuba, forcément on est obligé de parler de la société. Politique, bah quand même un petit peu. Ça rentrait dans trop de cases. Ouais, vous rentrez dans 5 cases, il faut en choisir une. Moi, je ne vais pas en choisir une, je vais garder les 5 et puis c'est vous qui ne prendrez pas mon film. Et je trouverai une autre manière de... C'est trop atypique pour les réseaux traditionnels, dans le fond. Je peux comprendre, les chaînes de télévision doivent mettre un film de 52 minutes préformaté dans une case, où on attend quelque chose, le public attend, et aussi demandeur de cette attente. Donc, est-ce qu'il n'y a pas meilleur temps dans ce cas-là de créer une sorte de consortium avec d'autres réalisateurs comme vous, qui ont le même profil, indépendant? Il y a un mouvement qui s'appelle Swiss Movement, si mes souvenirs sont bons, qui veut justement essayer d'insister auprès de l'Office fédéral de la culture pour qu'ils puissent décrocher un budget pour aider des cinéastes un petit peu comme moi qui n'ont pas besoin de 1 million ou de 2 millions pour faire un film, mais qui ont besoin quand même un peu d'argent pour vivre aussi, et pour pouvoir les aider à financer des projets de 200 000, 300 000. Sachant que c'est le cinéma d'auteur qui se profile un petit peu le plus à l'étranger et qui représente la Suisse dans les festivals. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Alors, ça fait quelques semaines qu'on vous voit partout dans la presse. Moi, j'ai une question. Est-ce que Le Matin a parlé de votre film? Le Matin dimanche a parlé de mon film. D'accord. Alors, nous, on a rendez-vous avec Le Matin Semaine. D'accord. C'est le duplex. Bonjour Le Matin. Bonjour le soir, bonjour l'équipe. Comment ça va, Comment Laurent? allez-vous? Ça va très bien, merci. Sur quoi vous bossez? Pardon? Sur quoi vous bossez? Oh, sur plein de choses. Vous découvrirez tout ça dans le matin de demain. Regardez, vous les voyez merci, derrière moi là-bas au fond. Vous les voyez là-bas? Faut qu'ils me fassent coucou. Hein? Pleine. C'est très bien, c'est parti. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont timides un Ils sont pas peu. nombreux, ils travaillent durement. Vous avez toute l'équipe de mise en page, vous avez le rédacteur en chef, Grégoire Dapé, qui est au travail, vous les voyez là, en direct. Le journal se fait devant vos yeux. On est rassurés. Vous pouvez y sortir. Alors la nouvelle qui a retenu notre attention va nous mener au-delà de la Manche, puisque c'est le Parlement britannique qui interdit désormais de fumer en voiture s'il y a des enfants à bord. Désormais, cette pratique est passible d'une amende de 50 livres tout de même, et on n'a pas le droit de rouler avec des enfants à bord, quand bien même les fenêtres sont ouvertes. C'est totalement interdit. Alors, il y a des exceptions. Ce sont les voitures décapotables, évidemment. Et puis, l'utilisation de la cigarette électronique à bord d'une voiture. Il faut quand même savoir que plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Australie, Chypre et l'Afrique du Sud, ont adopté une loi comparable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, pour la Suisse, l'idée d'empêcher, d'interdire de fumer dans une voiture alors que des enfants s'y trouvent est une bonne idée? On va arriver en Suisse, de toute façon. Je suis pour, Laurent, parce qu'à chaque fois que je dois ramener Fred Vallet en voiture, ma voiture... C'est faux, je ne fume pas, tout est faux. polluée par, tout est faux. par les volutes de Fred.
Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Mais en gros, la Suisse va y arriver, mais comme tout, avec le retard qu'on a dans tous les domaines, ça va arriver dans 5 ans, en fait, c'est ça? C'est à peu près ça, probablement. Ouais. Non, mais à part ça, franchement, qu'on doive amender, les parents devraient savoir que la fumée passive est un problème quand même suffisamment grave. Donc si on doit en arriver jusqu'à l'amende, où va-t-on? Ou comment responsabiliser les parents? Je ne sais pas si Fred, vous fumez, Aileen, cette information? Vis-à-vis de mes enfants qui n'existent pas encore. Et le fait que vous ne fumez pas, c'est ça? Et le fait que je fume rarement en voiture. Non, mais par contre, je me rappelle effectivement, enfant, autour de mes 10 ans, j'étais dans la voiture d'une amie avec ses parents. Les fenêtres étaient fermées, il avait mis l'air conditionné et il fumait et j'avais la nausée et l'envie de vomir. Sauf que je n'osais pas lui demander d'arrêter d'éteindre sa cigarette. Donc déjà, c'est une bonne chose. Ouais, oui, c'est clair. L'amende. Merci pour cette news Laurent. Fumeuse. On va finalement utiliser la cigarette électronique et puis ça résout tous les problèmes. Oh mon Dieu, non, quelle horreur. Quelle horreur. Merci Laurent. Bonne soirée. Merci Bonne Laurent, soirée. au revoir. Et puis, on n'est pas les seuls à poser des questions parce que hier, nous avions le chanteur pour enfants Gaëtan et il a une question pour vous aussi. Bonjour Aileen. Alors j'ai une question. Hier j'ai appris que le ZVF, c'est-à-dire le Zurich Festival, avait décerné un prix d'une hauteur de 100 000 francs pour un film qui est en production maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette somme qui à la fois est extraordinairement élevée et puis que pour un film des fois pas forcément si élevé que ça? Vous avez un avis sur la question? Est-ce que c'est si élevé que ça, 100 000 pour le cinéma? Ça l'est peut-être pour la musique, mais est-ce que ça l'est pour le cinéma? C'est pour un film suisse ou étranger? Parce que ça, j'ai pas suivi la remise du prix. Suisse, oui, je crois. Ouais. Ah, mais c'est génial. Après, il faut voir à qui revient la somme, parce qu'il y a le producteur, il y a le réalisateur, il y a un contrat qui se fait au préalable, donc il y a peut-être 30% qui va chez l'un, 70% chez l'autre, ou 50-50. En tout cas, c'est super. C'est le Carnot aussi, ils ont des prix. Plus il y a d'argent, mieux c'est. Bah, de nouveau, c'est très bien. Enfin, moi, j'adorerais recevoir ce genre de prix, puis ça me permettrait de partir directement tourner de films. Ouais. Mais Aileen, le fait d'être autodidacte, qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup vers la réalisation? Mais je crois que j'ai toujours à peu près écrit des histoires depuis que j'ai l'âge de 11 ans. J'avais une vieille machine à écrire et puis je typexais mes histoires et puis je rejoignais ma mère au travail et je restais dans mon coin et j'écrivais mes premiers romans de 12 pages, 20 pages, 15 pages. À 19 ans, j'ai écrit un premier scénario de plus ou moins 80 pages que j'ai perdu malheureusement. Mais je me suis enfermée pendant 2-3 semaines et puis j'avais ce besoin de tout évacuer. Donc ces histoires-là, je les ai toujours gardées avec moi. Et le fait de les filmer, de passer à la caméra, c'est peut-être parce qu'en tant que journaliste, j'ai couvert 10 ans de suite le Festival de Cannes, de Berlin et de Venise. Et du coup, j'étais amenée à rencontrer pas mal de cinéastes. Qu'au bout d'un moment, je me disais, bon, ça n'a pas l'air si compliqué leur truc. J'y vais. Je peux peut-être y arriver. Est-ce que c'est aussi des petits défis personnels? C'est-à-dire de dire, tiens, là, en je vais y arriver aussi. Là, en l'occurrence, c'était un défi presque que je relevais d'orgueil à l'égard d'un ami cinéaste qui me disait, tu n'y arriveras pas. Et j'étais là, ok, challenge accepted. C'est bien, en fait. Hein. Il faut vraiment lancer des défis comme ça. Alors, on va vous lancer un défi, Fred. Ouais, de finir un jour l'émission à l'heure, c'est ça? Non, un truc un peu plus compliqué. Je vais y réfléchir. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. Merci, Alice. Et puis, juste avant de partir, une question sur la route ou... Ouais, en fait, c'est quoi une club dans la voiture avec... Rapidement, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est... Cinéma, projet. Alors, en novembre, je présente un court-métrage à Winterthur, en première mondiale. Winterthur, c'est un festival de films qui est très connu dans le monde. Ouais. Et c'est un court-métrage que j'ai tourné aussi à Cuba. J'en ai profité, on avait 2-3 jours de libre pour mettre l'équipe sur le taquet et leur dire, voilà, on va filmer Omara Portondo, qui est la chanteuse de Buena Vista Social Club. Ouais. Et qui habitait dans notre immeuble. Donc je me suis dit, là, c'est présenté sur un plateau en or. Et le film, on est en train de le terminer là, ces jours. Donc on va le présenter là-bas. Et en parallèle, je commence le montage d'un autre court-métrage que j'ai aussi autofinancé, tout comme le film cubain, le court-métrage cubain. Et là, je pars en montage à Paris avec une monteuse russe, parce que le film est en russe, en novembre aussi. Alors on vous souhaite déjà de pouvoir trouver un petit moment pour dormir, je pense, c'est ça. Et puis juste avant de partir, je vous laisse retourner au siège portrait où vous avez la possibilité de poser la question à notre invité de lundi, parce qu'on a, grâce à Dieu, un week-end. C'est qui lundi? Bruno Roger Petit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Aileen. Merci à bientôt. À vous. Au revoir. Merci, Aileen. À bientôt. Et puis nous, on se retrouve lundi. Oui, peut-être. Ouais. On verra. Si vous avez relevé le défi.
Bruno Roger. Entre la politique et le sport, dans quel domaine la langue de bois gagnerait le plus grand prix ?